Chaque semaine, dans notre rubrique à la carte, un coup de projecteur sur l'un des enjeux que soulève notre manière de manger, de consommer. En France, un enfant sur deux, soit 7 millions d'enfants déjeunent à la cantine chaque jour. 7 millions de repas donc qui sont servis tous les jours dans la restauration scolaire. Une assiette qui interroge. À mes côtés aujourd'hui pour en parler, je reçois Jean-Philippe Gautret. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes maire de la ville de Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, une commune de 52 000 habitants. Exactement. Je reçois également Anne-Marie Schmutz-Poussineau à distance. Vous êtes consultante filière alimentaire durable et équitable. Vous êtes du côté de Lyon, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Vous accompagnez les collectivités locales, les filières interprofessionnelles dans leurs réflexions, notamment autour de l'approvisionnement de la restauration collective, dans leur stratégie marketing également. Aujourd'hui, la cantine, est-ce que c'est mieux qu'avant ? Indéniablement, il y a eu d'énormes progrès, notamment en lien avec la loi Egalim qui est passée et qui donne des directives assez précises aux collectivités territoriales quant au type de produits à introduire dans les menus. Et puis il y a le plan national de nutrition aussi qui donne un cadre, et c'est sûr qu'il y a eu des améliorations constantes ces dernières années. Vous partagez cet avis, Jean-Philippe Gautret ? Complètement, encore plus avec la crise sanitaire qui est passée par là. C'est aujourd'hui un enjeu économique, évidemment, de filière économique. C'est un enjeu social, de solidarité. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on a été obligé de mettre en place des initiatives pour soutenir les familles. Et puis c'est un enjeu évidemment écologique. Et donc pour une collectivité locale, pour les politiques publiques, c'est un enjeu extrêmement important, la question de l'alimentation. Justement, vous le dites, la restauration scolaire constitue l'un des premiers services publics locaux. La responsabilité de son organisation relève de la commune pour les écoles primaires. L'assiette de nos enfants, finalement, est-ce que ce n'est pas un choix politique ? Une assiette même politique. C'est éminemment politique. C'est d'ailleurs une tribune que j'ai sortie dans les Échos cet été. C'est pour nous, par exemple, le système à Fontenay, c'est une régie publique qui sert... Comment ça fonctionne exactement d'ailleurs, l'organisation d'une cantine ? On a une quarantaine d'employés sur la production. On a donc d'agents publics qui font de la production semi-industrielle, puisque nous on a du mix liaison froide, liaison chaude. On cuisine aussi dans les établissements scolaires. On sert 5000 repas jour, hors Covid évidemment. Un tarif au coefficient familial. On a 1000 enfants qui ne payent pas la restauration collective. C'est 60% de produits bio, beaucoup de circuits courts. On est adhérent de la coopérative des agriculteurs bio d'Île-de-France pour avoir de la mozzarella ou des tomates produites en Île-de-France. Et puis, c'est aussi des menus de substitution qui permettent à chacun de respecter notamment les projets de santé individualisés, notamment les allergies, de manger moins de viande pour certains. On a des plats végétariens. On est à 95% chez nous d'enfants qui mangent à la cantine. J'ai l'habitude de dire que même dans sa vie d'adulte, tout se fait autour de la table en France, quelle que soit la culture d'où on vient, qui qu'on soit, quelle que soit la région. Et donc c'est important qu'on inclue et que les enfants à la fois mangent bien, on leur apprenne à bien manger, on travaille sur le goût, on a une diététicienne pour travailler sur l'ensemble de ces questions-là, pour inclure. La question de l'inclusion est pour nous extrêmement importante, en plus de la qualité et des produits, sur les questions de filières courtes, avec notamment les agriculteurs et les enjeux d'aménagement du territoire que ça pose. Justement, dans le viseur des politiques publiques, il y a l'équilibre, la diversification des apports nutritionnels. On a aussi la lutte contre le gaspillage, la gestion des déchets, la lutte contre l'obésité. L'école, c'est le lieu où on apprend. Est-ce que c'est le rôle de l'école d'apprendre aux enfants à mieux manger ? Et peut-être aussi d'influencer leur famille une fois rentrés à la maison. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'on a un rôle à la fois éducatif, évidemment, un rôle d'inclusion, de construction collective, de travailler sur le nous dans la société. Je crois que le rôle de l'école est important. D'influer sur les familles. Je pense que ça aussi, pour le maire que je suis, c'est agréable d'avoir un outil performant pour lequel les familles mettent en confiance leurs enfants, à la fois sur l'équilibre nutritionnel, sur l'encadrement et sur l'apprentissage du goût. Mais je vais plus loin, je pense que c'est aussi un enjeu structurant de la transition écologique. Aujourd'hui, la cantine scolaire, c'est une politique publique extrêmement importante pour transformer l'économie, pour améliorer aussi
l'écologie, sur les modes de production. Et puis, pour aller plus loin, je pense aussi que c'est un enjeu de santé publique. Dans une des obligations qu'on va avoir dans la prochaine période, il nous reste plus que la vaisselle qui est encore en plastique. Sinon, nous, dans toute la filière, il n'y a plus de plastique pour lutter contre les perturbateurs endocriniens. Et donc, on travaille. C'est un objectif d'ici 2025, 2025, selon la loi Egalim. C'est pas simple. Alors, heureusement, nous, dans la production des repas, il nous reste plus que la vaisselle. Donc, si on trouve pas d'autre solution, on remettra de la vaisselle en porcelaine, ce qui n'est pas forcément les plus pratiques. Mais ceci dit, on travaille à des innovations. Je me suis rendu il y a 2 ans dans une PME qui a travaillé sur des de la vaisselle végétale. Elle est considérée comme du bioplastique. Donc ça ne marchera pas, on a expérimenté, mais ça nous permet aussi de travailler à des nouvelles filières économiques franco-françaises pour développer sur le territoire national des nouvelles filières, que ce soit des filières de production et toutes les filières associées. Donc c'est extrêmement important dans la transformation de l'économie vers une transition écologique. C'est une politique structurante. Je pense, pour les collectivités locales, ont complètement leur rôle à jouer là-dessus. D'autant plus quand les Français le demandent et que mes concitoyens sont demandeurs de cette question-là. Anne-Marie Schmutz-Poussineau, vous avez aussi ce sentiment que c'est une demande de la part des politiques et aussi des familles de faire de la cantine et de l'école un levier pour mieux manger ? Oui, tout à fait. C'est vraiment dans l'air du temps. Beaucoup de collectivités territoriales travaillent sur leurs projets alimentaires territoriaux, qui est aussi un dispositif mis en place nationalement. Et la restauration scolaire est souvent un des piliers de cet axe politique. Et c'est pour ça que voilà, des personnes comme moi sont là pour les accompagner, pour les conseiller. Nous travaillons à la fois avec les collectivités territoriales, mais avec aussi toute la partie agricole et agriculture ou agroalimentaire pour justement mettre en place un approvisionnement dans ce sens-là. Donc oui, c'est vraiment le sujet à l'ordre du jour sans conteste. Il y a aussi cette question d'éduquer au goût. Comment on peut initier ça au sein d'une cantine ? Ça passe par des ateliers peut-être ? Peut-être la gestion d'un potager, qu'on voit exactement le trajet finalement du champ à l'assiette. Alors, effectivement, il y a plusieurs moyens. Effectivement, il peut y avoir ce genre de choses. En fait, chaque structure est assez libre et en fonction des moyens dont elle dispose, elle peut mener des actions en lien avec les élèves. Ça peut être effectivement des potagers, ça peut être sur le gaspillage avec la prise de conscience du gaspillage. Il peut y avoir des liens avec des producteurs aussi qui viennent faire des dégustations, montrer leurs produits. Des fois, il y a des liens aussi qui sont créés avec certains professeurs en lien avec l'enseignement, donc de SVT ou autre. Enfin voilà, il y a des manières diverses et variées. Et puis il y a aussi des réseaux qui sont là pour accompagner les collectivités et qui leur mettent à disposition des outils, des moyens, des mallettes pédagogiques. Donc voilà, il existe plusieurs types d'outils pour accompagner les enfants à cette éducation. Et c'est un choix des municipalités de s'impliquer davantage ? Oui, tout à fait. C'est un choix. Après, effectivement, il y a la partie enfant, dont on vient de parler pour les initier, pour un petit peu les éduquer, mais en fait le gros du travail, et là je pense que monsieur le maire ne me contredira pas, c'est vraiment de mettre tout ça en place. Bon, c'est sûr que la mairie de Fontenay-sous-Bois a l'air de faire un super travail et est assez en avance, donc bravo. Après, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui n'est pas facile c'est de changer les habitudes et justement de se mettre en place par rapport à cette fameuse loi Egalim, à monter en puissance sur des produits bio, à trouver du sourcing, à trouver des produits de proximité. Et puis je me permettrai aussi de rajouter peut-être un volet, parce que c'est vrai que monsieur le maire a insisté sur la partie structurante, parce que finalement la cantine c'est qu'une petite part, mais ça a un effet sur l'aménagement du territoire, sur l'agriculture, et aujourd'hui voilà, c'est toutes les filières qu'il faut mettre en place. Et notamment, il y a la loi climat qui vient de passer, qui prévoit, j'ai vu passer dans vos petits, sur le contexte de la loi Egalim, maintenant, au-delà des 20% de produits bio et dans les 50% de produits durables, on a aussi maintenant des produits issus du commerce équitable qui sont acceptés, qui font partie de la comptabilité des 50%. Et donc maintenant aussi, pour les collectivités, le gros enjeu, c'est d'arriver à trouver ce fameux approvisionnement, pour monter en puissance,
pour monter en gamme et puis pour offrir des produits vraiment de qualité aux enfants et satisfaire aussi la demande des parents d'élèves. Vous le citiez justement, la loi Egalim, qui comporte de nombreuses mesures pour la restauration collective. Tous les restaurants scolaires doivent proposer au moins un repas végétarien par semaine. Elle précise aussi que les repas servis en restauration collective devront compter au minimum 50% de produits de qualité et durables, avec au moins 20% de produits d'origine biologique. On ne parle pas de proximité, on ne parle pas de local, de circuit court. Ça veut dire quoi, produits de qualité et durables? Nous, notre chef de la production, il parle de la bio. Parce qu'il dit par exemple qu'il n'y a pas de poisson bio, ça n'existe pas. Et donc l'enjeu, c'est, pour aller dans la continuité de ce que Madame disait, c'est qu'on a besoin de travailler sur un système, un schéma structurant qui va du plus proche, puisqu'on sait que d'avoir des productions les plus courtes. Donc travailler main dans la main aussi. Exactement, avec les mais ça veut dire que c'est un vrai changement structurant de la conception qu'on a structurelle de l'agriculture en France, puisque derrière l'alimentation, il y a l'agriculture et il y a la production. Et donc, c'est pour ça que je dis que, et je partage l'idée aussi, que la restauration collective, scolaire, pas que scolaire pour nous, puisqu'on fait aussi pour les crèches et pour les seniors dans nos foyers, c'est structurant dans la transition écologique, parce que c'est du circuit court, c'est pas forcément labellisé bio, mais c'est travailler sur la qualité des produits, leur traçabilité. C'est faire attention aussi à ce qu'on revienne aussi sur des productions semi-industrielles, puisque faire 5000 repas à jour pour ce qui nous concerne, parfois pour d'autres plus importantes, et nous c'est en régie publique, mais il y en a d'autres, c'est dans le privé, c'est réapprendre à cuisiner. Ça demande de la formation. Ça demande de la formation, mais ça change le travail aussi, le rapport au travail. Moi, je me suis rendu compte, j'étais pas très content, je pensais que c'était de la faute de la diététicienne, parce que ça manquait de goût. Et en fait, le chef de la production m'a dit, non, il faut qu'on retravaille avec les cuisiniers, à ce qu'ils réapprennent à travailler le produit. Et c'est possible. Et peut-être retrouver le plaisir de cuisiner sur des grosses quantités. Et donc, ça nécessite à la fois de travailler sur la qualité des produits, mais aussi sur le réapprendre à travailler le produit en direction des enfants vers lequel on travaille. Et puis, dernier élément, puisque ça a été cité, effectivement, nous, on s'engage dans un programme, un projet alimentaire de territoire pour fédérer l'ensemble des acteurs sur le territoire. Secteur économique, je pense notamment par exemple petits artisans, je pense notamment à nos boulangeries. On va essayer de faire en sorte que nos boulangeries nous produisent le pain à la cantine, mais ça nécessitera aussi un petit cahier des charges pour qu'ils respectent nos cahiers des charges. Donc voilà, c'est d'influer l'ensemble des acteurs sur l'ensemble de ce projet-là, de telle manière à ce que chacun soit porteur de cette question-là qui est essentielle, puisque derrière l'alimentation, c'est le pouvoir vivre en France, et donc c'est une nécessité vitale pour tout le monde. Avant de nous quitter, Anne-Marie Schmutz-Poussineau, chaque année, dans les cantines françaises, on a un tiers des plateaux qui sont servis, qui partent à la poubelle. Un tiers des plateaux part à la poubelle. Comment on peut réduire ce gaspillage considérable ? Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont en place. D'ailleurs, il existe des associations qui accompagnent les collectivités qui souhaitent évoluer, parce qu'il y a des outils qui sont en place. Et du coup, il y a des actions de mesure et de sensibilisation des élèves avec, par exemple, pour mesurer le gaspillage du pain, les enfants mettent le pain dans des grands tubes transparents pour mesurer ce que c'est. Voilà. Donc, il y a pas mal d'actions préventives comme ça, d'éducation au gaspillage. Et ça, c'est vraiment important. Et on refait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que le fait de savoir d'où ça vient, le fait de leur dire qu'il y a un producteur qui soit venu ou qu'on leur ait expliqué, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même considération pour l'aliment et qu'ils hésiteront peut-être plus aussi à le jeter, à moins le jeter. Ils hésiteront à le jeter, et donc à avoir une meilleure gestion de leur plateau repas. Ça, c'est sûr. Et puis il y a aussi d'autres choses, tous les salades bars qui ont été mis en place par les collectivités, justement pour que les élèves puissent se servir à leur faim et des aliments par exemple qu'ils préfèrent, ou voilà. Alors c'est une autre gestion de la cantine et de la restauration, mais on sait que les salades bars, ça diminue beaucoup le gaspillage. Et monsieur parlait du pain aussi tout à l'heure. Le pain, c'est assez emblématique parce que souvent le pain, c'était du pain très...
aussi. Ouais, très très gaspillé. Et c'est vrai que le fait d'avoir des produits de proximité, de la boulangerie d'à côté, qu'ils le sachent, voilà, des fois c'est pas la même qualité de pain et du coup ils en mangent peut-être moins, enfin ils en prennent moins sur leur plateau et du coup ils en jettent moins. Donc voilà, il y a pas mal d'actions et d'associations qui existent pour accompagner les collectivités à cette chasse au gaspillage. Merci beaucoup Anne-Marie Schmutz-Poussineau. Vous êtes, je le rappelle, consultante filière alimentaire durable et équitable. Jean-Philippe Gautret, vous voulez aller plus loin, au-delà, on parlait de cet enjeu social, pas seulement s'arrêter à la cantine scolaire et au repas du midi. Vous proposez quelque chose en plus et ça concerne le petit déjeuner. On s'est rendu compte que dans l'équilibre alimentaire, il y avait le repas du midi, évidemment. Parfois, pour certaines familles, c'était le seul repas, mais il y avait aussi la question du petit déjeuner. Et donc, nous, on a commencé à le mettre en place dans notre collectivité, c'est mettre en place le petit déjeuner gratuit pour toutes les familles qui le souhaitent. Ça n'augmente pas en termes budgétaires, puisque, en fait, les parents qui peuvent, et financièrement, et en termes d'organisation du travail, garder leurs enfants, ils les gardent chez eux. Mais ceux qui n'ont pas accès permet à des enfants de commencer la journée dans les meilleures conditions en termes d'équilibre alimentaire. Donc c'est un élément de solidarité et de santé extrêmement important et donc un élément éducatif extrêmement important. On parlait de cette loi Egalim, des objectifs d'ici 2022, d'ici 2025 notamment pour les plastiques. Il y a aussi un volet du plan de relance qui vise à soutenir les collectivités dans leur démarche pour promouvoir une meilleure alimentation en milieu scolaire. 50 millions d'euros mis sur la table pour soutenir les cantines scolaires, alors, afin qu'elles fassent le choix aussi de servir des produits bio, des produits locaux. Est-ce que vous pensez que l'enveloppe est suffisante pour atteindre ces objectifs ? Écoutez, j'allais vous dire que la loi est pas trop mal. Egalim, je suis pas le dernier à critiquer le gouvernement que je trouve ultralibéral. Pour le coup, là, tout ce que je vous ai cité, ça a un coût. C'est une politique volontariste et nous ne sommes pas aidés. Et pour exemple, nous sommes labellisés France Relance pour le lancement de notre programme alimentaire de territoire, mais nous n'avons pas de subventions qui vont en face. Donc je pense et nous ne faisons pas partie des collectivités les plus à plaindre, même si pour mettre en place des politiques publiques volontaristes, il nous faut des moyens. Et donc je pense que ça n'est pas suffisant, y compris pour transformer une économie et un système structurant. Et il faut aider et accompagner les collectivités publiques, il faut accompagner les acteurs économiques, et donc ça nécessite plus d'engagement de l'État en termes de moyens. C'est utile, c'est socialement utile, c'est économiquement utile et écologiquement utile, puisque c'est investir dans la structure française et industrielle de production française. Et donc, ça nécessite que le gouvernement investisse plus. On l'a vu, il est capable de le faire. On l'a vu sur les dispositifs de chômage partiel pour aider à ce que l'économie ne s'écroule pas pendant la crise du Covid. Donc, je pense qu'un des enjeux de demain... Il faut flécher aussi. Il faut flécher et aider les collectivités pour qu'elles s'engagent et qu'elles permettent au secteur économique de la filière de suivre parce que c'est un enjeu, on l'a vu cet été avec les nombreux incendies, c'est un enjeu extrêmement important, cette crise climatique. Et je pense que les enjeux de restauration scolaire et donc toute la filière est un enjeu pour transformer l'économie française sur ce sujet de la transition écologique. Sarah José nous a rejoint. Bonjour Sarah, vous êtes diététicienne nutritionniste comportementaliste alimentaire. Vous êtes membre de l'Association française des diététiciens nutritionnistes. On pointe souvent la cantine du doigt en parlant de malbouffe. Est-ce que la cantine n'est pas finalement le coupable idéal ? Je vous rejoins Fanny, tout à fait. Bonjour à tous. En effet, je trouve qu'on tape un petit peu sur la cantine. Or, il faut savoir que pour un grand nombre d'écoliers et d'étudiants, c'est quand même encore et aujourd'hui un moyen de se restaurer de façon équilibrée. Un repas, les bases d'un repas équilibré chez l'enfant, ça consiste en quoi exactement ? Alors, sans rentrer justement dans le principe de la loi Egalim, classiquement, donc on va dire qu'un repas équilibré, c'est composé d'une protéine, de légumes et de féculents. En tout cas, sur le repas du déjeuner à midi, parler de comme protéines, transition toute trouvée pour parler du menu végétarien. C'est une protéine animale, végétale ? Elle peut être animale ou végétale. C'est là où ça devient un peu plus complexe. Alors, en général, dans tous les cas, il faut qu'elle soit quand même animale également pour apporter en fait toutes les vitamines. C'est pour ça qu'on dit équilibré. Pas que des protéines animales, mais pas que du végétal non plus. Le repas végétarien, ça a posé un gros problème dans certaines communes avec vraiment une levée de bouclier. Comment on peut expliquer justement que ça cristallise autant les tensions ? C'est une méconnaissance peut-être de la qualité des protéines ? Mais pour deux raisons à mon avis. L'une qui est un peu scientifique, c'est-à-dire y compris moi qui ai plutôt une culture très française sur la viande.
s'est rendu compte que pour la santé, manger un peu moins de viande, c'était pas grave. Et donc, il y avait des levées de boucliers pour des questions culturelles. Et puis, pour des raisons très politiciennes, liées à différents régimes alimentaires et des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mis en place le menu de substitution qui respecte l'ensemble des régimes alimentaires, quelle que soit la raison. Et ça se passe très bien. On a mis en place un menu végétarien régulier. Au début, moi-même, j'aimais pas ça. Et puis, quand je m'y rends... Et on s'habitue, mais c'est toute la question du goût. Et il faut travailler avec les diététiciennes. Nous aussi, on parlait de cantine scolaire et de la qualité. La diététicienne à Fontenay-sous-Bois, c'est un engagement fort qui nous permet aussi d'envoyer un gage de qualité vis-à-vis des parents sur l'équilibre alimentaire. Et donc, on a besoin aussi de ces compétences qui nous permettent aussi de travailler à la confiance, parce que c'est un élément extrêmement structurant sur la santé et sur l'alimentation des enfants. Sarah José, on a quand même un point qui est très important. Est-ce que finalement, on essaye d'être rentable aussi, puisque pour proposer des menus à bas coût pour les parents, les familles, hein, vous parliez du quotient familial tout à l'heure, est-ce que bonne nutrition et bas coût sont compatibles ? On peut. Ça devient un enjeu difficile. Mais on peut encore y arriver. Voilà, ça devient un peu compliqué, pas forcément à cause des mairies. On a aussi aujourd'hui, on le sait, le prix par exemple du blé, tout simplement avec la crise qu'on vient de traverser et l'offre de la loi et de la demande qui va augmenter le prix du blé, donc d'un aliment qu'on retrouve classiquement, que ce soit dans les menus classiques comme dans les menus végétariens. Donc avoir un petit peu... Je dirais que en fait, justement, c'est cette polémique la cantine, mais du végétarien, parce que c'est une notion de coût. Non, aujourd'hui, elle répond justement, comme on le disait, à la loi Egalim, avec justement en faisant, c'est ce que j'essaye d'expliquer, en faisant une seule fois un repas par jour végétarien à toute échelle. Eh bien, on contribuera au développement, enfin en tout cas à protéger un petit peu notre planète, et c'est pas ça qui va toucher à l'équilibre sur un des repas. Pareil, je voudrais mettre un petit focus sur ce qu'on appelle l'alimentation végétarienne, parce que c'est très très vaste. En fait, classiquement en Occident, l'alimentation, en fait, les régimes végétariens, en général, c'est plutôt ce qu'on appelle des lacto-ovo-végétariens, c'est-à-dire qu'on enlève totalement les protéines animales, poissons, viande, volaille compris, et on va garder juste les œufs et les produits laitiers. Ce seront les moins carencés. Alors je rassure tout de suite les parents, c'est pas parce s'il y a l'équilibre à la maison, ce n'est pas parce qu'il y a un repas à la cantine qui est végétal qui seront déséquilibrés. Généralement qui est bien pensé en tout cas. Merci beaucoup Sarah José. Oui. Vous êtes diététicienne, nutritionniste, comportementaliste, alimentaire. Merci aussi à vous de m'avoir accompagné en plateau, en présentiel. Jean-Philippe Gautret, maire de la ville de Fontenay-sous-Bois. Tout de suite, c'est une nouvelle recette à la découverte d'une innovation. Un pot de fleurs aujourd'hui, un pot de fleurs composteur qui nourrit votre plante avec vos épluchures. Oui, oui.